Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire La santé et le bien-être des jeunes hommes en contexte de pandémie et de post-pandémie du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes associé au Centre de recherche en santé durable, le Centre Vital. Alors, écoutez, j'ai quelques petites informations à vous transmettre avant de commencer. D'abord, cette activité est gratuite et offerte dans le cadre de la mission universitaire du CIUS de la capitale nationale et grâce au soutien de son service du transfert des connaissances et du rayonnement. Donc, avant de débuter, quelques mots sur le fonctionnement de l'activité. Sachez que les micros et caméras des participants demeureront fermés tout au long du webinaire. Il y aura une période d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez poser vos questions dans le clavardage ou de vive voix. Le webinaire est enregistré et sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. Et le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint vous seront envoyés par courriel. Autre point important, donc, afin d'obtenir votre attestation de participation, vous devez remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne qui vous sera partagé dans Teams à la fin de la présentation. Alors, voilà pour les petites informations sur le fonctionnement de l'activité d'aujourd'hui. On serait maintenant prêt à commencer le webinaire un peu plus officiellement. Donc, aujourd'hui, pour ce beau webinaire sur le thème de la santé, le bien-être des jeunes hommes, on a la chance d'avoir avec nous deux invités de marque. D'abord, M. Jacques Roy, qui est coordonnateur scientifique au pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, et professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il sera joint aujourd'hui par Raymond Villeneuve, qui est directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, le RVP, qui œuvre depuis plusieurs années maintenant au Québec pour valoriser les pères dans toutes les sphères de la société. Donc, on est très chanceux de les avoir avec nous aujourd'hui. Alors, écoutez, messieurs, voici les messages que j'avais à transmettre pour le début de l'activité. Je vous laisserai maintenant la parole et juste vous dire, messieurs, que c'est moi qui vais changer les diapositives. Donc, vous me l'indiquerez quand ce sera le bon moment pour passer à une autre diapositive. Je vous laisse la parole. Merci, David. Je vais faire une introduction et après ça, la présentation, le cadre de la présentation va vraiment être présenté par Jacques. Donc, comme David l'a dit, je suis directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, mais aujourd'hui, j'ai un autre chapeau. J'ai celui de président du ROIM, du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal, parce que c'est le ROIM, en collaboration avec le pôle et le comité régional en santé et bien-être des hommes de Montréal, qui a mené ces travaux-là. En introduction, je voudrais parler un peu de pourquoi on a fait ces travaux-là. Je vais le dire dans mes mots de non-chercheur. Jacques vous expliquera ça avec des beaux mots scientifiques, avec des belles données. Mais c'est que, dans le fond, on a constaté, plusieurs de nos partenaires, que si souvent on constate des fois qu'il y a relativement peu de données sur les hommes en général, que les stratégies gagnent encore à être adaptées et tout ça, ben, on constate que dans le cas des jeunes hommes, ben, dans le fond, c'est encore plus vrai. D'une certaine façon, ça peut être un peu comme l'angle mort dans l'angle mort. On constate même qu'au niveau des travaux en santé bien-être des hommes, même les chercheurs qui s'intéressent à la santé bien-être des hommes, mais parmi eux, il y a quand même relativement de peu de personnes qui travaillent spécifiquement sur cette question-là. Et pourtant, de façon intuitive, on constate quand même qu'il y a des enjeux générationnels importants. Le fait d'être jeune maintenant, d'être un jeune adulte en 2024 dans notre monde, dans notre société, avec les enjeux de réchauffement climatique, avec les enjeux de crise du logement, avec tous les enjeux sociétaux qu'on a maintenant, ça apporte quand même quelque chose de particulier. Donc, au niveau des générations, au niveau de la culture, au niveau des façons de communiquer, au niveau des façons de rejoindre ces populations-là, au niveau du rapport au service, c'est sûr qu'il y a une couleur particulière pour ce qui concerne les jeunes hommes. Et évidemment, cette couleur-là, ces enjeux-là peuvent varier aussi selon les régions. Parce que être jeune homme à Montréal, être jeune homme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous comprendrez qu'il y a bien sûr des enjeux particuliers, même s'il y a aussi plusieurs choses qui se rejoignent.
Et si on est un jeune homme, mais aussi une jeune femme, et en plus qu'on a des vulnérabilités particulières, si par exemple on a des enjeux de santé mentale, si on est dans une situation de précarité économique, ben vous pouvez comprendre que s'il y a comme plusieurs facteurs de vulnérabilité qui s'additionnent, et ce qui va faire que le rapport au service va être complexifié. Une autre raison pour laquelle moi aussi je m'intéresse aux jeunes hommes, c'est que les jeunes hommes, c'est aussi, dans le fond, les futurs pères de demain. Et même des fois, ils sont déjà pères relativement rapidement aussi. Donc, il faut se poser aussi cette question-là dans cet angle-là. Donc, dans une perspective familiale, je pense que c'est un enjeu qu'il ne faut pas négliger non plus. L'autre réflexion que j'aimerais déposer aussi, c'est que les jeunes hommes, c'est les jeunes garçons d'hier. Donc, c'est les garçons qui ont grandi, qui sont maintenant rendus des hommes. Et on voit aussi qu'il y a des particularités au niveau des jeunes garçons comparativement aux jeunes filles. On voit au niveau de l'ECDEM, l'enquête québécoise sur le développement à la maternelle, on voit qu'il y a des écarts importants entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Au niveau de la réussite scolaire aussi, on le sait tous, il y a des écarts entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Moi, que je regarde régulièrement les rapports annuels de la DPJ, puis on voit que au niveau de certaines données, particulièrement les données qui touchent les jeunes contrevenants, il y a des différences importantes entre la trajectoire des jeunes garçons et des jeunes filles. Et pour ne prendre qu'un chiffre après ça, chez les jeunes hommes, au niveau de l'itinérance visible, ben, il y a des écarts importants entre l'itinérance visible des jeunes hommes et des jeunes femmes. Donc, l'idée, c'est pas de minimiser aucunement ce que les jeunes femmes vivent. Il y a des particularités, il faut vraiment s'y intéresser. Mais comme il y a des écarts, puis il y a des particularités, c'est important en termes de stratégie gouvernementale, en termes d'études, de recherche, d'intervention de terrain, qu'on connaisse mieux les jeunes hommes pour mieux les soutenir et mieux les accompagner. Et puis en terminant, peut-être, moi je veux dire, moi je suis un père de deux jeunes adultes, puis quand je jase avec eux, comme probablement beaucoup de pères de mon âge, on constate que la façon d'appréhender les enjeux, la façon de réfléchir sur la réalité, il y a des écarts importants aussi. Donc, tout ça, je pense, c'est vraiment plein de bonnes raisons de s'intéresser à la question des jeunes hommes. Alors donc, à Montréal, financé par l'enveloppe du comité régional montréalais en santé et bien-être des hommes, donc en collaboration avec Jacques Dupôle et avec le comité régional, donc le ROIM a mené une étude pour mieux comprendre ces réalités-là et essayer d'identifier des pistes d'action pour mieux intervenir, pour mieux les soutenir. Alors voilà donc, c'était mon préambule. Comme j'en blague à Jacques, moi j'avais la job facile de mettre la table. Alors maintenant, je passe la parole à Jacques qui va vous présenter les résultats de l'étude et je vais revenir après ça pour la conclusion. Alors Jacques, je te cède la parole. Ah, ton micro est coupé, Jacques. Oui, il est coupé. Alors, voilà. Grand merci pour cette présentation, Raymond. Raymond vient de dire qu'il est père. Dans mon cas, je suis père, grand-père de 6 petits-enfants et même arrière-grand-père. Alors, vous voyez, ça me donne l'autorité, bien sûr, d'avoir une réflexion intergénérationnelle. Mais ceci étant dit, plongeons directement sur l'objet de notre rapport d'analyse et concernant la problématique des jeunes hommes plus vulnérables à Montréal. L'objectif, finalement, de notre démarche d'analyse et de consultation, c'était, de faire un portrait des jeunes au sortir de la pandémie. Alors, des jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie et quels sont les éléments qui nous apparaissent les plus importants pour la suite des choses. Je dis la suite des choses, pourquoi? Parce que c'est pas parce que la pandémie s'est terminée à une date donnée, officiellement, 2022, que les problèmes qui ont été générés par la pandémie
ne poursuivent pas leur trajectoire, surtout dans le champ de la santé mentale. J'y reviendrai, là, et c'est la raison pour laquelle, dans notre présentation, on parle finalement des jeunes Montréalais dans un contexte de pandémie et de post-pandémie. Le deuxième volet, c'est qu'on a voulu faire un cadre général d'intervention pour voir un peu quelles étaient les meilleures pratiques auprès des jeunes hommes pour pouvoir les rejoindre et puis gagner en persévérance sur le plan de l'intervention. Et enfin, on a fait un coup de sonde intéressant, je pense, auprès de 27 intervenants et gestionnaires des réseaux publics et communautaires qui œuvrent auprès des jeunes hommes plus vulnérables. Et on voulait avoir leur point de vue sur différents aspects que je vais expliquer tout à l'heure, mais qui nous ont confirmé beaucoup l'intuition de départ, c'est-à-dire que ces jeunes hommes auxquels on réfère, ils sont porteurs de plusieurs facteurs de vulnérabilité. Il y aurait eu un alourdissement des clientèles dans le temps et tout ça, finalement, a été bien expliqué et bien détaillé par les résultats de l'enquête. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard. Sur le plan méthodologique, je ne vous embête pas trop sur ces questions-là. Il y a deux aspects. D'une part, on a fait une recension des cris et une analyse des sondages qui ont été faits dans un contexte de pandémie. Et deuxièmement, une enquête par questionnaire qui a été faite donc auprès des intervenants et des gestionnaires. Voilà, qui œuvrent à Montréal, dans le milieu, auprès des jeunes. Alors voilà qui présente un peu si vous voulez, l'objectif général, mais aussi le contexte dans lequel on est pour pouvoir échanger, discuter sur cette problématique-là. Alors, du côté du portrait des vulnérabilités des jeunes hommes de Montréal, c'est tiré principalement d'un sondage SOM qui a été fait auprès de 1580 hommes répartis un peu partout, finalement, dans les 5 CIUS de l'île de Montréal. À ça se greffait un volet national qui a été réalisé aussi. Alors, on a pu comparer des données entre le niveau national et à l'échelle de Montréal. Qu'est-ce qu'on retrouve? Grosso modo, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est des vulnérabilités sur le plan de la santé mentale, des vulnérabilités sur le plan également socio-économique et enfin, toute la question des valeurs des nouvelles générations montantes. Raymond en faisait écho tout à l'heure dans son introduction, dans sa présentation. Alors ça, on va en discuter parce que c'est important dans la réflexion pour pouvoir mieux asseoir de quelle manière on peut soutenir les jeunes d'aujourd'hui. Vulnérabilité sur le plan de la santé mentale, puis je vous dirais que la santé mentale et la précarité socio-économique forment une espèce de couple d'entrelacs qui fait en sorte que les problèmes de santé mentale augmentent avec les problèmes de pauvreté, les problèmes finalement de chômage, et tout ça crée une espèce de toile de fond qui s'alimente elle-même. Je vous dis ça parce que je vous présente des données séparées, mais en réalité, tout ça est relié, tout ça finalement compose une même perspective, une même toile de fond. Alors, les jeunes, davantage que le reste de la population, ont été affectés pendant la pandémie. Écoutez, c'est quand même assez connu, je n'insisterai pas trop sur ça, mais tout ça pour vous dire qu'ils ont été privés des contacts sociaux à cet âge où la socialisation est très importante pour asseoir une identité personnelle. Et là, ils se sont retrouvés collectivement reclus chez eux, dans leurs conditions aussi. Et puis pour ceux et celles qui étaient à vulnérabilité, dans ce cas-ci, on parle des jeunes hommes, ça a pu avoir un effet aggravant, le fait d'être reclus. Les jeunes Montréalais, quand on compare ça avec les autres jeunes de Québec, c'est eux autres qui sont les plus impactés sur les différents indicateurs qu'on a retenus
pour tracer un portrait global des jeunes hommes à Montréal. En fait, de manière plus spécifique, Montréal est la région qui a été le plus affectée par la pandémie, selon les indicateurs retenus, et les jeunes, globalement, sont ceux qui ont été le plus affectés. Alors, on parle aujourd'hui des jeunes de Montréal. Alors, vous voyez que finalement, c'est au confluent de deux facteurs de risque très, très importants. Montréal, qui a été très sérieusement impacté, et les jeunes. Juste pour vous donner un constat générationnel, il y a ce qu'on appelle un indicateur qui se nomme l'indicateur de détresse psychologique. C'est un indicateur qui est relié à un paquet d'autres facteurs de vulnérabilité qui nous reproduit une synthèse. Alors, l'indice de détresse psychologique, ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit les personnes qui, effectivement, ont des troubles d'anxiété, des troubles dépressifs, des troubles de sommeil, des troubles d'adaptation, bref, une panoplie de facteurs de risque associés à l'indice de détresse psychologique. Et 38% des jeunes hommes de 18 à 34 ans, comparativement à 21% pour l'ensemble des hommes, et à 5% seulement chez les aînés, cote un indice de détresse psychologique élevé. Vous voyez, on passe au fond sur le plan générationnel de 38% chez les jeunes à 5% chez les aînés. Vous voyez? Alors ça nous suit tout du long. C'est-à-dire que les autres indicateurs qu'on a pu retenir, comme par exemple la vie sociale, la vie associative, des facteurs liés, par exemple, à l'absence de contacts sociaux, la précarité socio-économique. En fait, tout ça, là, grosso modo, c'est comme si plus on avance dans l'âge, plus ces facteurs-là sont moins présents. Vous voyez? Donc, c'est vraiment les jeunes qui ont été vraiment affectés d'une manière plus comment je pourrais dire, plus soutenue et plus marquée au regard de leur propre trajectoire identitaire. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question-là. Portrait des vulnérabilités maintenant sur le plan socio-économique. Alors là, on est à Montréal. Il faut savoir que la région de Montréal est celle qui, au Québec, avec notamment le nord du Québec, est la plus défavorisée sur le plan des indicateurs socio-économiques. C'est-à-dire, c'est là qu'on retrouve les proportions de faibles revenus les plus élevées. Alors, la précarité économique et à l'emploi, l'itinérance visible, décrochage scolaire et le recul des nouvelles générations d'hommes sur le plan socio-économique par rapport aux femmes. Je donne un exemple, c'est que les jeunes hommes de 18 à 24 ans, c'est la première fois dans l'histoire que leur taux de pauvreté est plus élevé que celui des femmes, des jeunes femmes du même groupe d'âge. Voyez. Alors, c'est probablement l'effet combiné des progrès de scolarité que les femmes ont gagné de plus en plus, c'est-à-dire qu'on sait que le taux de décrochage est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Et quand on continue dans le temps, on s'aperçoit que le taux, par exemple, de diplomation universitaire est à peu près 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes, donc chez les jeunes filles que chez les jeunes hommes, et que tout ça finit par se traduire à un moment donné quelque part dans des tableaux sur le plan socio-économique, notamment au regard de la pauvreté. Et il y a près d'un adulte sur 4 à Montréal, âgé de 18 à 29 ans, c'est-à-dire à peu près le quart, qui rapportait que son foyer avait subi des pertes financières majeures en lien avec la pandémie. Alors ça, donc, deuxième figure d'importance, des problèmes de santé mentale et juxtaposés aussi à des problèmes socio-économiques importants. Le troisième volet touche à la question des valeurs. Et si on avait à parler des valeurs des jeunes
au regard notamment des services, il faudrait, en un seul mot, parler de quête d'autonomie. La quête d'autonomie, là, c'est central dans la compréhension de la problématique des jeunes d'aujourd'hui, plus encore qu'auparavant. C'est que cette quête d'autonomie-là, surtout chez les jeunes hommes, prend la forme d'une quête identitaire au niveau de leur propre masculinité. Et ce qui signifie que pour l'essentiel, ils veulent être de plus en plus autonomes, moins dépendre des autres. Et le lien avec les services, pour l'essentiel, est un lien un peu compliqué de par le fait que le jeune ne veut pas nécessairement avouer qu'il y a des problèmes. Et en plus, il n'a pas nécessairement confiance aux intervenants plus vieux que lui pour pouvoir intervenir et que par conséquent, tous ces rapports-là un peu troubles brouillent un peu le rapport plus général des jeunes hommes au service. Mieux que ça, il y a une étude qui a été faite par Tremblay et collaborateurs qui démontrait que malgré que les jeunes aient progressé sur le plan, par exemple, de l'ouverture à la différence, le respect des autres, toute la question, par exemple, de l'orientation sexuelle, il y a des progrès notables qui distinguent les nouvelles générations des plus anciennes. Mais au regard du lien avec les services, on s'est rendu compte que quels que soient les indicateurs qu'on prenait, les jeunes étaient réticents pour aller vers les services et pour les mêmes motifs que les autres hommes plus âgés. Vous voyez? Donc, à retenir dans la réflexion, c'est la question, effectivement, de la quête d'autonomie est centrale dans la réflexion à conduire sur l'intervention, comment les rejoindre, etc., etc. Des approches maintenant qui fonctionnent mieux, qui font en sorte que sur le plan de la littérature, on sait que ces approches-là font en sorte que le succès est davantage présent quand on intervient auprès des hommes, mais aussi du côté des jeunes hommes, même davantage. Alors, il y a 3 types d'interventions ou d'approches qui fonctionnent beaucoup. Il y a l'approche horizontale des services, c'est-à-dire un rapport plus égalitaire qui est recherché entre les jeunes hommes et les intervenants. Un rapport qui fait en sorte qu'on essaye justement de créer une espèce d'égalité pour éviter la position dominante du professionnel qui est en haut et de ce jeune qui vient chercher des services. Vous voyez un petit peu, la perspective, c'est de faire en sorte que la relation soit pas nécessairement une relation de prise en charge, mais une relation de collaboration, d'échange, et qui fait en sorte que plus ce se fait dans une perspective plus égalitaire, plus ça a des chances de succès au niveau de l'intervention. L'approche salutigène, elle aussi, elle est très intéressante parce qu'elle mise sur les bons coups des personnes. Ça n'existe pas un homme qui n'a pas des qualités. Ça n'existe pas un jeune homme qui n'a pas des forces. Et par conséquent, l'intervention qui s'apprête à mettre en évidence davantage les forces, les capacités du jeune en question, ça, c'est très gagnant. C'est très gagnant parce que, sur le plan de la motivation, ça fait en sorte que le jeune se sent plus valorisé comme tel. Et deuxièmement, on peut ainsi trouver des clés pour aller plus loin dans l'intervention. L'approche culturaliste, vous savez, à Montréal, il y a toute la question ethnoculturelle qui fait en sorte que de plus en plus d'intervenants ont à travailler avec des jeunes qui proviennent de différents groupes ethnoculturels, des immigrants temporaires, des réfugiés, etc., etc. Donc, par conséquent, il est évident que la question de la culture fait en sorte qu'on doit y porter une attention particulière en raison de ces catégories-là. Mais il n'y a pas juste les groupes ethnoculturels, il y a aussi les jeunes qui sont sous-scolarisés, qui proviennent de milieux défavorisés,
qui n'ont pas nécessairement le même système de valeur que celui des services et pour lesquels, finalement, ce mode d'approche-là permet justement de rejoindre les personnes là où elles sont, de rejoindre ces jeunes-là là où ils sont. Alors, on pourrait y revenir dans la discussion tout à l'heure, mais ce volet-là, il est important parce que le rapport d'intervention entre un homme et un intervenant, c'est un rapport de culture. On n'a pas le même niveau de scolarité, le même système de valeurs, les mêmes références, et tout ça doit être tenu en compte lorsqu'on intervient. Alors voilà, pour ces trois approches-là, on pourrait y revenir, si vous voulez, à la faveur de la discussion qu'on aura tantôt. Si on fait maintenant une synthèse des résultats de la mini-enquête qu'on a fait auprès de 27 intervenants et gestionnaires, vous allez voir, on apprend des choses. On apprend des choses parce que là, ce que je vous ai parlé, ce sont des données qui datent de 2021 et puis 2022 aussi pour certaines autres recherches qu'on a pu analyser. Mais là, maintenant, on a fait un coup de sonde 2 ans plus tard, après la fin de la pandémie, auprès donc d'intervenants et gestionnaires qui nous disent à peu près ceci. Les meilleures stratégies ou approches en intervention concernent, selon eux, selon leur point de vue, l'écoute du jeune, sans le juger, favoriser une relation égalitaire, jeune homme et intervenant, appliquer des approches brèves, donc très concrètes aussi, intervenir dans le milieu sur la base des besoins exprimés par eux. Alors, vous voyez, je vous ai parlé des 3 modèles qui fonctionneraient selon les écrits, selon la littérature scientifique. Et quand on donne la parole aux intervenants, il y a un recoupement important entre ces 3 approches-là et puis ce qu'ils nous racontent, les intervenants, lorsqu'ils parlent de l'écoute, de partir des besoins tels qu'exprimés par les jeunes. Les défis qui sont apparus les plus importants pour les intervenants, c'est le manque de persévérance des jeunes hommes en suivi. Ça, c'est une problématique qui est compliquée. On peut voir un jeune, on ne sait pas si on va le revoir. Alors ça, et puis pour parfois des raisons qui n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec l'intervention qui est faite, mais simplement parce que le jeune, lui, il vit autre chose, il peut vivre une forme d'isolement social, des problématiques de pauvreté, des dimensions qui interfèrent et qui font en sorte que le jeune ne revient plus au service, mais pas nécessairement à cause des services. Parfois oui, parfois non. Les difficultés à donner de la rétroaction. Alors ça, souvent, les jeunes, ce que nous disent les intervenants, on n'arrive pas à leur tirer les verres du nez, on n'arrive pas à savoir finalement ce qu'ils vivent, ce qu'ils recherchent, c'est quoi leurs besoins. Leur manque de motivation, ben c'est rattaché à ça. Et les rejoindre dans leur milieu. Comment les atteindre là où ils sont, eux, ces jeunes-là. Et puis, enfin, la formation et la collaboration entre intervenants se situe à égalité en tête des choix des répondants, comme, si vous voulez, pivot, mesure de soutien à l'intervention. Ça, la formation, savoir c'est qui le jeune qui se présente devant nous, c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi son système de valeurs, qu'est-ce qu'il recherche, c'est quoi ses besoins, comment l'écouter, comment décrypter ce qu'il nous dit d'un côté. Et la collaboration entre intervenants, c'est un volet assez important parce qu'il s'agit aussi de la collaboration entre le réseau communautaire et le réseau public des services. On en parlera tout à l'heure, mais il y a là un enjeu qui apparaît important. Parmi les formations qui ont été ciblées en priorité, on retrouve celles sur les réalités masculines. Bon, on sait qu'il y a déjà une formation standardisée qui existe dans le réseau de ce côté-là. C'est très intéressant.
Mais on voudrait que cette formation-là puisse rayonner davantage, être davantage accessible. Des informations, des formations sur l'approche selon le genre et la formation en santé mentale. Pourquoi la formation en santé mentale? C'est parce que, justement, dans le regard qui a été porté sur les jeunes, on se rend compte que des enjeux de santé mentale sont hyper, hyper importants. Faible estime de soi, anxiété, dévalorisation, symptômes dépressifs, parfois, dans certains cas, des idéations suicidaires qui persistent. Bref, les intervenants nous ont fait part que ces réalités-là, elles étaient très importantes. Ça nous conduit à l'autre aspect, c'est l'alourdissement des clientèles. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 80% des intervenants du réseau communautaire qui nous ont dit que les clientèles s'alourdissent. Ils ont de plus en plus de problèmes multiples, complexes, plus lourds à traiter et qui pourraient requérir finalement, sur le plan des interventions, des modes comme par exemple l'engagement de ressources plus spécialisées, plus pointues, qui pourraient répondre davantage aux caractéristiques de ces clientèles-là, puis aussi être capable de pouvoir mieux comprendre les diagnostics qui sont posés, les types d'interventions à faire. Tout ça, c'est joliment complexe de la vie des intervenants. Et certaines ressources communautaires sont d'avis que ça vaudrait le coup d'engager du personnel intervenant qui serait plus spécialisé comme tel. Le renforcement des compétences professionnelles du personnel et une meilleure organisation, une meilleure, si vous voulez, une meilleure synergie entre le réseau public et le réseau communautaire. On pourrait y revenir finalement à la faveur de la discussion qu'on aura, mais ce sont, si vous voulez, les éléments de base qui sont ressortis de cette consultation-là. Ce qui est intéressant, c'est que la consultation, elle reprend un peu des constats qui ont été produits pendant la pandémie. On voit qu'il y a des aspects qui se sont aggravés dans le portrait plus général des jeunes hommes comme tels, et les intervenants, ils en prennent acte et puis nous renvoient finalement le message que oui, l'intervention auprès des jeunes hommes, c'est de plus en plus complexe, de plus en plus lourd. Voilà. On est à Montréal, bien sûr. On est, de ce que je vous dis là, ça porte essentiellement sur Montréal, mais on peut bien sûr penser que des grandes dimensions plus générales peuvent se retrouver également dans d'autres régions du Québec. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, si ça vous convient, on pourrait à ce moment-là échanger sur le portrait comme tel, mais avant, je laisserai la parole à Raymond, qui va un peu réagir à l'ensemble. Ben, merci beaucoup, Jacques. Écoutez, puis c'est une étude qui a été faite avec beaucoup d'humilité, avec des moyens développés, avec une petite enveloppe régionale. Donc, c'est très humblement qu'on vous dépose ça. On l'a fait à Montréal parce que c'est des sous de Montréal. Mais comme dit Jacques, on n'est pas en train d'essayer de démarrer une compétition entre les régions et tout ça. On est convaincu qu'il y a des enjeux importants dans toutes les régions. Et les comparatifs qu'on a pu faire, c'est avec l'ensemble du Québec. Donc, l'idée, ces comparaisons-là aussi nécessairement des limites, là. Mais dans le fond, pour nous, là, ultimement, ce qui était important, c'était de déposer le sujet puis dire, il nous semble qu'il y a un enjeu là qui est important, auquel on s'intéresse suffisamment, insuffisamment. Il faut vraiment travailler là-dessus et c'est pour ça qu'on est allé chercher aussi le point de vue des gestionnaires, des intervenants là-dessus pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Les échanges ont été vraiment intéressants avec les intervenants. Là, on pense entre autres à des gens de l'Auberge du Cœur de Montréal qui visent spécifiquement les jeunes hommes. On avait des gens des CIS, des CIUS et tout ça. On voyait vraiment qu'il y avait comme une expertise spécifique, des façons particulières de les rejoindre, des stratégies particulières, même s'il y a très, très peu de choses qui sont formalisées finalement. Alors, c'est ça qu'on voit, c'est qu'il y a des gens sur le terrain qui ont l'expertise, qui savent comment faire, comment connecter avec ces jeunes-là, comment développer de la rétention. Ils ont toutes sortes de stratégies intéressantes, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a à faire à Montréal et partout au Québec. Alors, c'est ça, dans le fond, qu'on vous dépose humblement. Peut-être l'autre considération, il y a comme une espèce de paradoxe, là je vais parler un peu au niveau comme montréalais, c'est que dans les grandes villes, il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi énormément d'isolement, de façon paradoxale. C'est pas parce que tu es dans un bloc appartement avec plein de gens à côté de toi que nécessairement ton réseau social est là. Et il faut se souvenir aussi qu'à Montréal, comme dans toutes les grandes villes, comme à Québec, comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, des fois des autres régions de la province, aussi de l'extérieur du Canada. Fait que ces gens-là sont souvent comme déracinés, ils arrivent là, ils n'ont pas vraiment de réseau de contacts. Donc, c'est ça qui explique aussi qu'il y a quand même beaucoup d'isolement. Donc, ça pour dire que on pense qu'il y a quelque chose à faire, on pense qu'il y a encore plein d'études à faire, qu'il y a plein de réflexions, mais humblement, on vous dépose ça en disant un petit peu, là, puis bien sûr, dans un premier temps, on va répondre aux questions sur l'étude, puis là, c'est Jacques qui va y répondre, mais on aimerait ça aussi beaucoup vous entendre sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Comment est-ce qu'on pourrait soutenir les gens qui interviennent déjà? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait des expertises qui nous développent? Dans les beaux exemples de succès, des fois, il y a des collaborations précises, des fois du prêt personnel, la personne du CIS ou du CIUS qui va travailler dans l'organisme communautaire et qui donne de l'accès à des professionnels. Ça, c'est des pratiques partagées. Puis, ce que les gens nous disaient aussi, c'est que c'est beau les tables de concertation, les réunions, les rencontres, mais il n'y a rien de mieux qu'une collaboration concrète, pratique, d'intervention spécialisée, visant spécifiquement les jeunes pour atteindre des résultats. Donc, c'est un peu ça. Donc, on passera à la période de questions, d'une part sur le fond de la présentation, mais peut-être, si ça vous tente, aussi sur des pistes d'action éventuelles. Alors, David, je te repasse la parole. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très intéressant de vous entendre. Là, je me suis permis d'arrêter le partage pour nous permettre de mieux se voir. Vraiment très intéressant. Merci pour cette belle présentation. Écoutez, donc, on est rendu, comme le disait si bien Raymond, à la période de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Conversation par écrit » ou lever la main. Ça va me faire plaisir de vous autoriser vos caméras et vos micros pour que vous puissiez là, entrer en interaction avec nos conférenciers, leur poser des questions. Et également, comme on mentionnait Raymond, il y a aussi le désir chez Jacques et Raymond d'avoir aussi des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes hommes? Comment on peut adapter les services? Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous transmettre, nous informer aussi sur cet aspect. Petite chose avant de passer à vos questions, commentaires. Donc, pour celles et ceux qui devraient nous quitter avant 13 heures, merci d'avoir participé là, à cette activité. On vous invite à remplir l'évaluation afin d'obtenir votre attestation de participation en suivant le lien qui va vous être mis dans le clavardage. Donc, même quand vous fermez l'onglet la réunion, vous allez avoir accès là, à l'onglet conversation où vous trouverez le lien. Là. Je vais le déposer dans quelques instants pour remplir votre attestation, l'évaluation de la rencontre pour obtenir votre attestation de participation. Alors voilà. Également, toutes mes excuses pour celles et ceux qui ont eu des petits problèmes techniques avec la présentation. Je sais que pour certaines personnes, c'était difficile de voir là, le PowerPoint. Alors, c'est des problèmes des fois qui nous échappent, là, l'origine de ces problèmes-là. Alors, toutes mes excuses pour les personnes qui ont eu ces problèmes. Alors, écoutez, on aurait déjà une main levée de Maison Le Passeur. Alors, je vais vous donner accès. Je vais autoriser votre micro et votre caméra pour que vous puissiez parler directement à nos conférenciers. Je vais vous demander également d'ouvrir le micro de votre côté et votre caméra si vous voulez être vue.
et puis, 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 et Donc, puis. de mon côté, je vous ai donné, j'ai autorisé votre micro, votre caméra. Êtes-vous en mesure de prendre la parole? Bon, je n'y arrive pas. Alors, désolé, je pense qu'il y a des problèmes techniques. Je vais me permettre toutefois de lire une question qui avait été posée dans l'onglet conversation, justement de Maison le Penseur. Je vous invite à y répondre, messieurs. Donc, en lien avec la quête identitaire au niveau de la masculinité, virgule, qui est la même que celle des générations précédentes. Comment expliquez-vous que ce constat n'ait pas changé entre les générations? Le contexte socio-économique aggrave forcément le constat, mais il semble qu'on passe à côté d'une réalité. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Oui, alors écoutez, c'est une belle question qui est encore sur la table. Dans le sens suivant, c'est comment qu'on peut expliquer que d'un côté, les nouvelles générations d'hommes et de pères ont progressé en termes d'identité masculine sous l'angle de la diversité, sous l'angle de l'acceptation de la différence, sous l'angle du partage des tâches entre les conjoints, sous l'angle d'une ouverture concernant, par exemple, les personnes qui font partie de la diversité sexuelle. De côté, il y a des gains. Au niveau des nouvelles générations. Ben, quand je dis des gains, sous l'angle d'une perspective progressiste vers une égalité puis une acceptation de la diversité. Ce sont des aspects assez fondamentaux qu'un sociologue comme Raymond Boudon va dire que ce sont des valeurs phares des nouvelles générations. Bon. Mais, cependant, du côté des jeunes hommes, on s'est rendu compte, effectivement, dans les travaux qu'on a pu faire, à tout le moins, que malgré que ces modèles-là progressent, ils ne vont pas vers les services pour à peu près les mêmes raisons que les autres hommes plus âgés, malgré les modèles de masculinité. C'est vrai que c'est une sacrée belle question. Comment qu'on peut l'expliquer? C'est pas si simple, mais ce qu'on sait, c'est que, notamment, prenons l'exemple des jeunes pères, ça va être un bel exemple. On se rend compte que, d'un côté, ils ne vont pas nécessairement plus vers les services, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent davantage avec d'autres pères et avec des amis qui font partie de leur réseau. C'est un petit peu comme s'ils avaient plus confiance, en d'autres termes, à des personnes qui sont comme les autres, qui sont des jeunes pères, qu'à des intervenants. Et là, à la différence d'auparavant, ils se livrent plus qu'avant. Ah, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça ne les conduit pas nécessairement vers les services. Et du côté des travaux, de récents travaux qui ont été faits dans le domaine de la périnatalité, on se rend compte, et c'est vrai pour les jeunes femmes aussi, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont très jaloux de leur couple, de leur autonomie comme telle, et ils veulent davantage décider, pas avoir des conseils, ni des parents, ni des intervenants, sur ce qu'ils ont à faire, sur ce qu'ils ont à vivre, sur ce qu'ils ont à penser. Ça, c'est fort. Et encore une fois, là où il y a comme une perspective qui s'ouvre, c'est cette idée avec des pairs, P-A-I-R-S, de pouvoir échanger sur un pied d'égalité des réalités qu'on vit. En d'autres termes, le point intéressant, c'est que les hommes et les jeunes hommes s'expriment plus qu'avant. Mais ça ne les conduit pas nécessairement vers les services. Mais comme je vous dis, attention, ce que je viens de dire là n'épuise pas toute la réflexion, parce que nous autres même, c'est un chantier de recherche, cette histoire-là, de faire la distinction entre les deux, mais c'est une sacrée bonne question. Ouais, puis si je peux compléter, nous, on a fait plusieurs sondages, on a posé des questions aux pères, puis pour moi, qu'on pourrait poser la question aux hommes, c'est est-ce que vous avez l'impression que les politiques publiques, que les services sont adaptés à vos réalités?
Généralement, on arrive à réponse que la moitié nous disent pas vraiment. Fait que donc, cette perception-là, à tort ou à raison, elle est très présente. On va dire le service communautaire, c'est plus une perception que c'est pas tout à fait adapté aux réalités des hommes, les services juridiques, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre, oui, de la norme sociale, mais aussi de l'ordre des perceptions. Puis aussi, je pense qu'il faut bien le reconnaître, de l'ordre de l'adaptation des pratiques, des réalités, des vocabulaires. Parce que moi, je suis toujours, tu sais, toute la question des services, c'est un tango qui se danse à deux. Hein, c'est quelque chose qui est relationnel, ça va dans les deux sens. Je pense qu'il faut continuer donc à creuser, réfléchir sur ces questions-là. Puis, écoutez, moi, je ne suis pas un expert, moi, je n'ai pas de grande théorie pour expliquer tout, mais c'est juste qu'effectivement, quand tu as des jeunes pères, même les papas les plus impliqués, qui changent la couche, qui donnent les soins, qui sont le père au foyer, tout ça, souvent, ils vont avoir des conduites différentes avec les enfants. Ils vont prendre plus de risques, ils vont avoir des comportements différents. Ce qui fait que, effectivement, là, il y a encore certains paradoxes qu'on peut nommer, mais je pense qu'en même temps, il faut toujours se guider sur les personnes réelles qui sont devant nous. Je pense que c'est ça, comment se comportent les personnes, comment est-ce qu'on peut créer la relation, puis comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins. Mais il y a certainement une partie de la réponse aussi qui est du côté des services, parce que c'est des deux côtés que ça se passe là, à ce niveau-là. Et puis, merci beaucoup, messieurs. Oh, pardon, Jacques, continue. Peut-être juste un complément, mais lui qui est plus de portée sociologique, c'est que on assiste dans toutes les sociétés occidentales, y compris le Québec, à des formes de désacralisation des autorités professionnelles et autres. Tout ce qui est une autorité est de plus en plus questionné et par conséquent, les jeunes générations sont également dans cette mouvance-là. Hein? Vous savez, on va voir un médecin, ben, c'est pas parce qu'il est médecin qu'il va nous dire si véritablement on souffre dans la perspective, par exemple, de l'aide médicale à mourir. Hein? C'est un exemple parmi d'autres. Mais il y a eu tout le mouvement accoucher ou se faire accoucher dans les années 80 qui allait dans ce sens-là aussi, qui consiste à dire, attention, l'autorité professionnelle, là, c'est pas celle qui va me dire quoi faire, quoi penser, comment moi je me sens. Ça, cette liberté-là est de plus en plus présente dans la société. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, par exemple, on prend la question des jeunes pères, ils trouvent ça plus pertinent peut-être de discuter entre eux autres que d'aller voir des intervenants. Et puis, j'aurais deux questions de plus. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle discussion. J'ai deux questions de plus par écrit. Donc, première question, est-ce qu'il y a un impact, selon vous, significatif de l'utilisation des jeux vidéo, des jeux en ligne, dans un peu tout ce que vous avez présenté, je comprends, en lien peut-être avec la détresse psychologique. L'autre question, à travers vos recherches, vous proposez des formations pour les intervenants, mais il n'est pas rare qu'il est difficile, voire ardu, de trouver une formation qui répond aux besoins de nos personnes intervenantes. Afin de mieux outiller nos intervenantes, est-ce qu'il serait possible de faire une sorte de liste de formations disponibles à travers le Québec, mieux connaître les formations disponibles et les fournisseurs de formation? La majorité du temps, l'approche en intervention auprès des hommes est différente, aussi en fonction du genre de la personne intervenante. Et je vous laisse répondre à ces deux questions, monsieur. Oui, alors il y a des questions de différentes natures. C'est des questions vastes, mais très intéressantes sur toute la question des nouvelles technologies. Il y a quand même une chose qui est intéressante de voir, c'est que plus on a des moyens de communiquer, moins on communique véritablement. En ce sens que auparavant, les gens étaient plus dans des contextes d'interaction, alors que on se rend compte dans la société que de plus en plus, il y a une espèce de mutisme entre les individus. Il y a moins de contacts comme on connaissait auparavant, le contact rapproché avec les individus qu'il y en a aujourd'hui, justement en raison des nouvelles technologies. Ça s'exprime de différentes manières, mais cette idée que, par exemple, le cellulaire qu'on a dans la main, parfois, il répond plus à nos besoins que de parler à l'autre. Mais là, on tombe
vous comprenez, là, dans des sphères joliment complexes, là. Mais on le voit de plus en plus que la dimension des rapports plus intimes comme tel, de la proximité, c'est quelque chose qui est davantage limité par l'attrait des nouvelles technologies. D'autres auteurs pourraient ajouter d'autres aspects là, plus spécifiques sur le plan, finalement, du caractère de la personnalisation de ces moyens-là technologiques, mais enfin. Ouais. Puis si tu permets, Jacques, moi j'aimerais vous partager une anecdote que j'ai vécue. Je suis dans un colloque, puis à un moment donné, les gens, justement, c'est le sujet évoqué là, qui était là. Puis il y avait deux interventions, une après l'autre, complètement différentes. Là, il y avait quelqu'un, un chercheur, qui disait, ah, c'est la fin du monde, c'est épouvantable, depuis l'Internet, il n'y a plus rien à faire, les gens ne se parlent plus, c'est la fin de la communication, tout est mort, la civilisation va mourir dans 5 ans. Puis après ça, il y avait une jeune des communautés de la diversité sexuelle et de genre, elle dit, oui, mais ces moyens-là m'ont permis de rejoindre des gens qui me ressemblent. OK? Ces communications en ligne, ces chats-là, ces communautés-là, j'aurais jamais pu rejoindre ces groupes-là. Ce qui fait que souvent, on a des points de vue très tranchés là-dessus, alors que je pense que c'est une question qui est très complexe. Moi, je connais plusieurs jeunes personnes qui sont anxieux, mais qui sont en relation avec des personnes grâce à ces moyens-là. Fait que je pense qu'il faut être très, très, très prudent là-dessus, mais c'est sûr que ça prend une place chez les jeunes générations. C'est là, c'est présent. Ça change la configuration des rapports sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapports sociaux et que les jeunes ne veulent pas nécessairement rencontrer des personnes en présence, mais c'est un facteur dont il faut tenir compte. Tu sais. On le voit chez les jeunes générations, genre les applications, par exemple. Souvent, chez les plus vieux, les gens dans les applications, je ne comprends même pas comment ça marche. Chez les jeunes générations, les gens sont beaucoup plus à l'aise. Fait que chat, poser des questions en ligne, avoir des réponses. Fait que je pense que ça, il y aurait vraiment un grand, grand chantier à y avoir. Et là-dessus, il y a vraiment des impacts générationnels très clairs. Puis il y a des perceptions générationnelles extrêmement différentes. Puis des fois, de part et d'autre, on peut faire comme des raccourcis là-dessus. Fait que je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Les intervenants qui travaillent avec les jeunes hommes, les jeunes femmes, les jeunes de la diversité sexuelle et de genre peuvent vous en dire tout un chapitre à ce niveau-là. Souvent, ça permet de recréer des communautés qui ne pourraient pas être créées autrement là, à cet égard-là. Mais je pense qu'il y a vraiment un grand chantier à avoir là-dessus. Puis il faut tenir compte de ce changement-là de culture de communication à cet égard-là. Je ne sais pas, Jacques, si tu veux aller faire la deuxième question. Et puis, oui, la deuxième question étant, David, sur l'offre de formation. L'offre de formation. Alors, l'offre de formation, en réalité, si on regarde la question des jeunes hommes, plus spécifiquement comme telle, c'est d'essayer le plus possible d'avoir une formation qui nous aide, à les comprendre, à les connaître, parce que c'est comme le préalable pour pouvoir les rencontrer. Pour pouvoir les rencontrer véritablement, cette formation-là, si elle donne des clés pour mieux interpréter, par exemple, ce que les jeunes nous disent, ce que les jeunes pensent, bon, là, on avance. Là, on avance. Pourquoi qu'on avance? C'est parce qu'on se rapproche, finalement, d'une médiation entre l'intervention professionnelle et les besoins du jeune. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que ce rapport-là devient un rapport médiatisé par, d'un côté, un certain savoir professionnel qui est important, qui est là, puis qui a sa valeur, mais aussi cette capacité de faire le lien entre les deux, entre le jeune et l'intervenant. C'est un peu comme si je vous disais que au fond, c'est pratiquement une rencontre anthropologique et fin pratique, où là, il faut décoder les valeurs, les signes, les façons de voir. Et je pense à une médecin, psychiatre, Marie-Ève Cotton, ce serait un bel exemple, ça, qui travaille auprès des Inuits qui ont des problèmes extrêmement sérieux en santé mentale. Puis elle dit à quel point il était complètement inutile d'arriver avec ses préceptes professionnels de formation
si on ne fait pas les détours de la culture, par exemple, de ces gens-là. C'est un exemple extrême, mais elle disait il faut qu'il y ait un processus d'acculturation pour pouvoir rejoindre l'autre. Alors, dans la formation, ce procédé, dis-je, d'acculturation m'apparaît être une dimension assez importante. On peut pas, la formation, ça ne peut pas être un livre de recettes. Ouais. Il faut que ça soit un lieu où tu rencontres l'autre là où il est. Après ça, tu peux cheminer, puis après ça, il y a une médiation. Oui, puis l'idée aussi, c'est dans l'intervention, on en a un petit peu plus loin. Tu sais, il y a peut-être l'idée d'une espèce de répertoire de formation, de banque de formation. Ça pourrait être un beau projet pour le pôle, ça, d'avoir une espèce de guichet, pas guichet unique, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais de portail en disant on fait les liens vers tout ça, parce que vous avez raison de dire qu'il y a plein de choses qui se développent, puis c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Fait que je pense à cet égard-là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Par ailleurs, au niveau de la formation auprès des jeunes hommes, moi, je pense qu'elle est à créer, cette formation-là. Et ça serait vraiment, vraiment intéressant, là, peut-être, tu sais, dans l'idéal. Écoutez, on rêve, on n'a pas de limite de budget, puis on y va. Peut-être avoir, je sais pas moi, une formation en ligne de base avec les préceptes qu'on pourrait mettre sur la plateforme de l'ENA, peut-être à d'autres endroits aussi. Mais si on veut que ça marche vraiment, ce que les intervenants nous disent, c'est que ça prendrait aussi possiblement des groupes de co-développement. Parce que, comme vient de dire Jacques, il y a beaucoup une question de savoir-être, de relationnel. Fait qu'on a beau avoir des concepts, avoir des trucs, avoir vu bien des PowerPoints, avoir bien des sources, il faut aussi le mettre en pratique, il faut aussi se challenger, il faut aussi en parler avec des intervenants. Et c'est pour ça que les jases qu'on a eu avec les gens, par exemple, de la Maison d'Auberge du Cœur de Montréal, qui ont une clientèle de jeunes hommes, leur vécu, le partage d'expérience qu'on a fait avec eux était là extrêmement, extrêmement intéressant. Donc, oui, formation à créer, mais oui aussi, si c'était possible, groupe de partage d'expérience, de co-développement et tout ça, parce qu'il faut, c'est une expertise à développer particulière là, à ce niveau-là. Donc, en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait vraiment comme un chantier qui se développe là-dessus. Puis je pense qu'il y a vraiment il y aurait quelque chose d'important et difficile à faire à ce niveau-là. Oui, pour paraphraser Michel Doré qui disait que l'intervention, c'est d'abord et avant tout un esprit. Et plus que des recettes ou que des formules plus spécifiques, plus professionnelles comme telles. C'est un esprit. Puis dans cet esprit-là, nécessairement, on fait le détour de la rencontre de l'autre. Et ça, c'est pas nécessairement facile parce que l'autre, il peut être peu scolarisé, il peut ne pas avoir les mêmes valeurs que nous. Et par conséquent, ça demande un processus d'ajustement, d'acculturation, vont dire certains, pour pouvoir rejoindre l'autre là où il est. Je donne juste un exemple très simple. Dans le domaine de la santé scolaire, quand j'étais en CLSC, j'avais une infirmière qui s'est occupée d'un jeune qui venait de se battre dans la cour de l'école, puis qui était complètement amoché, puis elle a trouvé ça épouvantable, mais lui, il trouvait ça drôle, parce qu'il dit, bon, ben, là, j'ai perdu, la prochaine fois, je vais gagner, tu sais. Alors, vous voyez, deux mondes. Comment tu fais pour réconcilier parfois ces mondes différents dans l'intervention, mais aussi, une des choses qui nous a été mentionnée par les intervenants, les gestionnaires, surtout les intervenants, c'est le défi de la persévérance. Mais justement, la persévérance dans l'intervention des jeunes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relié à la relation de confiance qui s'est établie avec l'intervenant et le sentiment que le jeune est écouté et compris là où il est. Et plus. Merci beaucoup, Jean, pour ces réflexions. Merci Raymond aussi pour tes interventions. C'était vraiment très intéressant de vous entendre, messieurs. Ça mettrait fin au webinaire. Donc, d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci pour votre présentation d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Écoutez,
Donc, j'ai quelques petites informations à vous transmettre en terminant. Donc, j'ai mis dans l'onglet conversation le lien à remplir pour l'évaluation de la rencontre, ce qui va vous permettre d'obtenir votre attestation de participation. Alors, vous devez le remplir d'ici le 7 novembre 2024. Donc, autrement, vous mentionnez que le prochain webinaire du pôle aura lieu le 13 novembre prochain 2024 sous le thème Living Without Violence et on va faire le portrait d'un programme novateur d'intervention à distance auprès des auteurs de violences conjugales. Alors, voilà pour l'essentiel. Messieurs, avez-vous un mot à ajouter en terminant? Et sinon, que ce serait chouette qu'on aille plus loin dans les organisations, mais aussi au niveau gouvernemental, au niveau de la recherche. Il y a vraiment quelque chose de fondamental et de nécessaire à faire sur toute la question des jeunes hommes, des jeunes pères. Et c'est de notre responsabilité d'agir à ce niveau-là parce qu'il y a très peu d'actions spécifiques pour ce groupe-là. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec Raymond. Puis, j'ajouterais un grand merci pour la qualité de vos questions parce que ça nous a forcé à aller un petit peu plus loin et à transcender un peu la réflexion sur notre étude comme telle. Alors, voilà. Un grand merci à vous. Merci. Sur ces beaux mots, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à notre webinaire du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Et écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et à tous. Au plaisir. Bye bye.